Bienvenue sur Bénin Info. Nous recevons pour vous encore une fois Monsieur Maurel Béton. Bonsoir Monsieur Maurel Béton. Bonsoir Monsieur Asmin du Bénin Info. Merci pour l'honneur que vous me faites. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Maurel Béton, un membre de la diaspora béninoise. Présentement, je suis employé du gouvernement fédéral américain. Je suis un financier de carrière. Depuis plus de 15 ans, je travaille dans le domaine des finances, du budget. J'ai eu à travailler pendant certaines années avec des organisations internationales ici aux États-Unis, telles que je peux appeler American Institute of Research. J'ai travaillé aussi pour des ONG qu'on peut appeler Conservation International ici. Et puis j'ai eu l'insigne honneur d'être appelé aux Nations Unies en tant que chef de budget pour l'ONUCI en Côte d'Ivoire, pour l'ONUCBIX en Guinée-Bissau. J'ai eu à faire des missions sur MINUSTAH en Haïti et au BINUL qui est au Burundi. Et après cela, j'ai eu aussi l'honneur et l'intime honneur de travailler maintenant avec le gouvernement fédéral américain, où j'ai d'abord été directeur de finances dans le département de Food and Drug Administration, sous le tutelle du ministère des Affaires humaines et de la Santé, où je manageais un budget de plus de 660 millions de dollars. Et en fait, après cela, présentement, je suis conseiller aux affaires financières sous le département du Food and Drug Administration toujours, où je manage en fait tout un budget de plus de 2 billions de dollars sous le tutelle de HHS toujours, qui est toujours Health and Human Services. Mais présentement, je ne suis plus le directeur, mais simplement je donne des avis sur le financement, je donne des avis sur comment faire le budget, je donne des avis sur les dépenses du département. Et à part mes activités professionnelles, je suis un actif de la communauté. J'essaie de faire ce que je peux pour la communauté. Et je profite de l'occasion pour rapidement parler de moins de mon passage dans le département de la communauté qui est le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, où en tant que président en son temps, j'ai eu à organiser un tournoi au Bénin du basketball, qui en son temps a eu le tournoi de la diaspora que j'ai organisé lorsque j'étais président. J'ai été au Bénin pour le faire et ça a pris de l'ampleur, mais malheureusement après mon départ, cela n'a pas été continué, mais j'espère que les nouveaux présidents qui seront pris ou les nouveaux présidents vont pouvoir faire quelque chose de concret. Donc je suis un membre de la diaspora et j'ai toujours le cœur au Bénin. Merci Monsieur Béton de vous prêter à nos questions. Merci d'être dans les locaux de Bénin Info ce jour. Merci beaucoup. Bon, aujourd'hui nous allons parler du Bénin, de la diaspora et de l'actualité internationale. Notre première question pour vous, c'est une question sur le Bénin. Quels sont selon vous l'état de la démocratie béninoise après 20 ans? C'est d'ailleurs une très belle question. L'état de la démocratie béninoise, la démocratie béninoise bat son plein. Il n'est pas donné à n'importe quel pays africain d'avoir au moins 3 présidents démocratiquement élus en vie, d'avoir autant de partis politiques. Donc d'abord, quels que soient les problèmes politico-sociaux qu'on a au Bénin, il faudrait que nous, Béninois, que nous soyons de la diaspora ou que nous soyons de l'intérieur, qu'on soit content ou qu'on soit fier de cette démocratie qu'on a dans notre pays. Est-ce que c'est une démocratie phare? Ça, c'est la question à se poser. Est-ce que c'est une démocratie qu'on aimerait continuer dans une lignée qu'on est présentement? C'est la question.
Mais d'abord, la démocratie au Bénin va bien, ça bat son plein, mais ça demande à ce qu'on réfléchisse encore mieux pour les années à venir. Ce qu'il faut changer, il faudrait que les fils du pays arrivent à se froisser la cervelle pour pouvoir vérifier, voir ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et pouvoir déterminer ce qui n'a pas été bien fait et changer. Parce que la démocratie, ce n'est pas quelque chose qui doit rester dans un statu quo. Il faudrait étudier ce qu'on a fait de bien, voir ce qu'on a fait qui n'a pas évolué et pouvoir déterminer ce qu'il faut faire pour que cela puisse aller de l'avant dans l'avenir. Donc pour le moment, je trouve la démocratie pas mal. Merci, M. Moribe. Donc, ma deuxième question à vous, c'est sur le bilan du président Yahi Boni. Au Bénin, nous sommes à l'heure du bilan. Après 10 ans de gouvernance du président Yahi Boni, quelle note donnez-vous à son gouvernement? Une note. Et la note, vous voulez que je lui donne une note sur 20 ou sur 10? Une note sur 20. Je dirais que je ne peux que donner une note sur 10 sur 20 à Yahi Boni. Et aussi, je donnais une note à Yahi Boni. J'aurais voulu que vous me demandiez de donner une note aussi à la classe politique béninoise. Parce que donner une note à notre président sans vouloir donner une note à la classe politique ce ne serait pas une bonne chose. Parce que le travail du président dans notre pays et vu le niveau de la démocratie du Bénin ne serait pas une bonne chose. Parce que le président au Bénin ne travaille pas sans la classe politique. Et le président ne peut pas faire quelque chose sans l'aval de la classe politique. Quelles que soient les valeurs, quel que soit ce que le président aurait voulu faire au Bénin, vu comment la classe politique béninoise est, le président a besoin d'aller dans certaines directions, même s'il ne le veut pas, avec cette classe politique que nous connaissons bien au Bénin. Monsieur Moribe, je veux que vous me parlez exactement de la gestion du président Yahi Boni sur le plan politique et sur le plan économique. La gestion, ok, dans ce sens, permettez-moi d'abord, avant de parler, je donne alors une note à la politique économique et à la politique politicienne de Yahi Boni. Dans la politique de Yahi Boni, je lui donne une note de 2 sur 20 en politique. Je dis une note de 2 sur 20. Sur le plan économique, je lui donne alors 10 sur 20. Sur le plan économique, je lui donne 10 sur 20. Et sur le plan politique, je lui donne 2 sur 20. Et je m'explique. Quand le président Yahi Boni est venu, nous avons su ce qui s'est passé. Il était venu, il a commencé à faire du travail. Les 6 premiers mois de Yahi Boni, la majorité des Béninois, même ceux qui n'ont pas voté pour lui, et j'en fais partie, je n'ai pas voté pour Yahi Boni. Je l'avais pris comme le messie en fin de compte, parce que moi, mon candidat était PMD. Je ne voyais pas que Yahi Boni était le bon président pour le Bénin. Mais dès ces 6 premiers mois, moi j'ai compris que le président était venu pour faire du bien. Mais après 6 mois, il s'est mis dans la politique politicienne béninoise. Il s'est mis dans la politique de régner après 5 ans. Il s'est vu dans la politique de comment je vais faire pour continuer à gagner les élections prochaines. Et cela ne lui a pas permis de réellement faire la politique qu'il fallait, rendre le Bénin émergent comme il scandait, faire le changement qu'il fallait. Le changement est devenu de la politique, où il fallait accepter tout ce que disaient les grands, ceux qui ont pillé le Bénin depuis des années, il fallait les satisfaire. Et c'est ce qu'il avait fait toutes ces années. Et maintenant, à la fin de son règne, il constate maintenant que bon, il veut partir, il faudrait maintenant changer de veste, il faudrait changer au moins faire quelque chose pour qu'on puisse avancer. Et maintenant, il est en train d'aller contre ceux-là qui l'ont aidé à ruiner le pays. Il voit que bon, qu'il avait pris une mauvaise direction, il veut changer. Donc, il n'a pas fait une très bonne politique.
Mais économiquement, il a pris des décisions économiques qui ne se voient pas aujourd'hui et qui peuvent se voir dans les années futures. Parce que ce sont des décisions qui sont très importantes dans la vie de notre nation et qui vont se voir très très bientôt. Monsieur Moril, je vais vous poser ma troisième question. Votre proposition sur la gestion du Bénin après Yaya Boni. La gestion, votre question me porte à poser une autre question. Est-ce une gestion politique ou une gestion économique? Une gestion politico-économique. Ok. La gestion du Bénin après Yaya Boni doit être une gestion basée essentiellement sur le bien-être et le bien-vivre des Béninois. Je dis le bien-être et le bien-vivre des Béninois parce que ce qu'on a constaté depuis une vingtaine d'années, c'est que dès qu'un président vient, il pense d'abord à comment il va régner encore après son premier mandat, comment il pourra prendre le deuxième mandat. Et de ce fait, il ne pense pas au bien-être de la population. Il se contente de s'entourer des bénis oui-oui qui sont prêts à appuyer, à lui mentir, à lui dire des non-vérités pour pouvoir gagner sa confiance et faire du n'importe quoi dans le pays. Nous avons besoin d'un président qui pourra avoir la tête sur les épaules, avoir un programme qu'il pourra appliquer à la lettre en communication avec ceux qui sont autour de lui. C'est-à-dire le Bénin a toujours tendance à vouloir, dès la prise du pouvoir d'un président, à parler de gouvernement d'unité nationale. On a marre de ça au Bénin. Le gouvernement d'unité nationale a toujours amené le pillage. C'est-à-dire le gouvernement d'unité nationale n'amène jamais une unité économique. L'unité nationale dont ils ont toujours parlé, c'est l'unité pour piller le pauvre béninois. Ils s'unissent pour gouverner, pour piller le peuple. Ils s'unissent pour être nommés. Mais ils ne s'unissent pas pour créer une économie prospère. Ils ne s'unissent pas pour s'assurer que l'étudiant qui sort de l'université pourra trouver un boulot. Ils ne s'unissent pas pour faire une planification de la vie politico-économique de notre peuple. Non. Ils s'assurent de quoi? Ils s'assurent que quand on parle de gouvernement d'unité nationale, même si je ne soutiens pas ce gouvernement qui vient d'être, ce président qui vient d'être élu, oh, je suis sûr, il faudrait qu'il prenne quelqu'un de mon groupe politique afin que je fasse partie de ce gouvernement et pouvoir commencer à mettre la main à la casserole politique. Il faudrait qu'on cesse. Quand un président vient au gouvernement, il faudrait qu'il vienne avec un groupe déterminé, avec une vision déterminée, avec une idéologie déterminée. Dites-nous, le PRD par exemple, la RB, la FCBE, quelle est l'idéologie qui les sépare? Moi je les défie, ils n'ont qu'à venir nous dire, parmi eux, quelle est l'idéologie politique qui les sépare? Qu'est-ce qu'ils ont de différent en ce qui concerne l'idéologie, leur idéologie en ce qui concerne la politique extérieure du Bénin? Qu'est-ce qui les sépare en ce qui concerne leur politique en idéologie interne, en politique interne de l'agriculture au Bénin? Qu'est-ce qui les sépare en ce qui concerne l'immigration au Bénin? Qu'est-ce qui les sépare en ce qui concerne les discussions qu'il y a entre, comment on appelle la CEDEAO? Qu'est-ce qui les sépare? Quelles sont leurs visions? Qu'est-ce qui les sépare avec les discussions qui se font avec la G20, la G7? Quelles sont ces discussions qui se font et qu'eux, ils ne sont pas d'accord? Il faudrait qu'ils nous disent les idées qui les séparent, afin que le peuple puisse savoir. Quand ceux-là vont venir, quand leur parti va venir au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire de différent? Mais ils nous mettent un papier opaque au nez et en fin de compte,
qu'ils viennent, que RB soit président, FCBE soit président, PRD soit président, UDP soit président, AD soit président. On ne sait pas la différence. Et en fin de compte, la différence c'est quoi? C'est le nom de la personne. Il faudrait que le Bénin, après Yayi Boni, ne soit plus comme ça. Merci, monsieur Maurice Béton, pour vos impressions sur la politique au Bénin. Merci. Nous allons revenir ici aux États-Unis. Regardez cette vidéo. J'ai une question dont vous ne pouvez pas vous dérober, étant dit que je suis de la diaspora. Je suis ici avec vous aux États-Unis et vous êtes un produit de la diaspora aussi. Parlez-nous de la diaspora béninoise aux États-Unis. Ah oui, ça c'est... Je crois que c'est dans l'ensemble la diaspora de la béninoise aux États-Unis a beaucoup de potentiel. Mais l'approche généralement, et ça c'est typique à toute diaspora, hein, l'approche généralement ne nous permet pas d'agir au maximum de notre potentiel. Parce que c'est pour une mission. Et c'est la mission, c'est une mission. Moi, je suis l'ambassadeur du Bénin aux États-Unis et c'est officiellement. Mais chaque membre de la diaspora est l'ambassadeur du Bénin, aux États-Unis. Et dans ce contexte-là, on doit agir en conséquence. On doit toujours, dans l'approche, c'est une approche de valeur ajoutée qu'on amène. Et moi, je dis à mes compatriotes, on est tous ici, s'il n'y a pas de valeur ajoutée à ce qu'on fait, moi, je ne peux pas ajouter de la valeur à ce que vous faites dans la diaspora, et que la diaspora ne peut pas ajouter de valeur à ce que l'ambassade fait, ça veut dire qu'on n'avancera pas. Est-ce que vous voyez, dans ces conditions, c'est un peu difficile, mais il faut qu'on s'en attende. Moi, je m'arroge le droit d'être peut-être un donneur de leçons. Pourquoi? Parce que je suis de la diaspora et je connais nos avantages. Je connais aussi nos problèmes et je sais qu'on peut mieux faire. Dans ces conditions, mon rôle, c'est de challenger le reste de mes compatriotes. Monsieur Morel, quels sont vos commentaires? Mes commentaires, l'ambassadeur a dit pas mal de choses. Il a dit que la diaspora regorge beaucoup de potentialités et je suis complètement d'avis avec lui. Notre diaspora regorge beaucoup de potentialités, mais la question est de savoir est-ce que ces potentialités sont en train d'être utilisées par le Bénin, par notre gouvernement. C'est ça la question. Et il ne suffit pas simplement de dire que notre diaspora regorge de potentialités et c'est tout. Parce que cette diaspora a besoin de la main tendue vers elle. La diaspora ne peut pas se lever du jour au lendemain par elle-même. Chaque individu de la diaspora, par exemple moi, je ne peux pas me lever un jour et je dis bon, je connais la finance, je connais le budget, je sais comment on fait le budget basé sur le résultat. Ok, je vais aller faire le budget basé sur le résultat au Bénin. Je ne peux pas le faire. Il me faut un canevas pour le faire. Mais pour avoir ce canevas, ça ne peut qu'être que par l'ambassade. Donc il faudrait que l'ambassade ouvre ce canevas. Et nous avons la chance que nous avons l'un des nôtres, M. Omar Aruna, qui était l'un des nôtres ici, qui était un membre de la diaspora, qui est maintenant ambassadeur. Donc c'est à lui d'ouvrir cette porte à nous. C'est à lui de s'associer à cette diaspora pour pouvoir rendre cette diaspora qui est mise à l'écart des activités de notre pays, pour que cette diaspora puisse se valoriser plus. Donc ce qu'il dit est vrai, et maintenant nous lui disons la balle est dans son camp. Il n'a qu'à faire le travail, son travail qui est à lui, pour que cette diaspora puisse le suivre et faire le travail qu'il faut. Merci M. Maurice Béton. Nous allons passer à la politique internationale. Parlez-nous. Non, il y a une deuxième partie du document de l'ambassade, de la vidéo où l'ambassadeur nous disait qu'il nous challenge en ce qui concerne
en fait, le challenge que l'ambassade... Vous voulez développer quelque chose au niveau du challenge que l'ambassadeur vient de parler, oui, qui challenge la diaspora. La diaspora. Ok, allez-y, allez-y. Nous ne voyons pas, personnellement, nous ne voyons pas les relations entre notre ambassade et notre diaspora comme un challenge. La diaspora doit travailler avec l'ambassade les mains ouvertes. Pas dans une ambiance de challenge, mais plutôt dans une ambiance de convivialité où l'ambassade apporte les moyens qu'il a ou les ouvertures qu'elle a vers la diaspora et la diaspora apporte les problèmes ou les solutions qu'elle a vers l'ambassade pour que nous pouvions fusionner. Puisque l'ambassadeur a bel et bien dit que pour lui, chaque Béninois constitue l'ambassadeur et qu'il veut de l'ambassade, chaque Béninois doit être un moyen de marketing. Mais pour être un moyen de marketing pour le Bénin, il faudrait qu'on soit au courant de ce que le Bénin veut faire. Il faut qu'on soit au courant, qu'on soit en communication. On ne se lève pas pour aller vendre un produit sans connaître le produit. Donc il est nécessaire qu'il ait ce courant d'entraide, qu'il ait ce courant de communication, aussi bien avec l'ambassade que la diaspora. Et c'est malheureusement ce courant qui n'existe pas. Expliquez-vous. Je ne peux pas plus que m'expliquer plus que ça. C'est-à-dire il faudrait... ce que je veux dire, l'ambassade ne mène pas des actions à s'approcher de la diaspora. C'est la diaspora qui ne mène pas des actions à s'approcher de l'ambassade. L'ambassadeur vient de dire dans son document, dans la vidéo que nous venons de voir, qu'il challenge. Et je dis que le challenge n'est pas le bon mot à utiliser dans la discussion qu'il y a entre l'ambassadeur et la diaspora. Nous ne nous combattons pas. L'ambassade veut du bien du Bénin, la diaspora veut du bien du Bénin. Le travail qu'il nous faut, c'est il faut synchroniser nos travaux. Il faut synchroniser nos relations. Et pour cette synchronisation, il faut que les uns communiquent avec les autres. Il faut que l'apport de l'un aide l'autre et que on travaille ensemble. Le challenge ne nous amènera nulle part. Si moi je connais quelque chose, c'est d'ailleurs ce qu'on a l'habitude de nous faire au Bénin. Lorsque j'étais étudiant, élève au Bénin, où mon professeur de maths veut me faire un examen, mais il veut m'assurer, je finis l'examen, il dit, ah, j'ai mis ceci dedans pour t'empêcher de le faire parce que je voulais te challenger. Je ne veux pas que tu sois admis, c'est pourquoi je t'ai fait ça. Mais je suis venu aux États-Unis, j'étais étonné. On te fait le travail pour que tu puisses évoluer. Et non pour te faire comprendre que tu ne connais rien, mais pour t'aider à évoluer dans ta vie. Mais c'est ça qu'il faut. Nous ne sommes pas venus aux États-Unis ici pour rien. Il faut apprendre les bonnes choses et laisser les mauvaises choses qu'on a eu à apprendre depuis des années. Merci, M. Maurice Béton. Nous allons maintenant passer sur les questions d'ordre international. La première question pour vous. Comment appréciez-vous la solidarité des Africains après les attentats terroristes en France? Wow. D'abord, je prends encore l'occasion pour dire clairement, avant que je ne commente, que je condamne ces attentats en France. Aussi bien je condamne tous les attentats qui se sont passés ces dernières semaines, aussi bien au Nigeria, comment on appelle, dans la majorité des pays africains, et aussi à Beyrouth, parce que, et en fait, j'ai bien apprécié cette solidarité des Africains pour cet attentat en France. Mais j'ai une pensée mitigée. J'allais dire, j'avais une pensée mitigée par rapport à cette solidarité des Africains. Je peux vous dire que immédiatement que la majorité des Africains ont, la majorité je veux dire, et je peux même confirmer que au moins 80 à 85% des Africains, surtout sur Facebook,
ont eu à arborer le drapeau français sur leur page Facebook. À première vue, moi j'avais tiqué, je me disais, j'avais même écrit pas mal de choses sur Facebook pour dire mais pourquoi faire ça alors que lorsque des milliers de personnes sont mortes au Congo, des milliers de personnes sont mortes au Nigeria, des filles ont été prises en otage par Boko Haram, il n'y a pas eu cette solidarité où des couleurs du Nigeria ont été mises sur tous les pages de Facebook. Et pourquoi c'est la France? Et j'étais un peu indigné pour ça là. Mais après une réflexion, je suis rentré en moi, j'ai revu la chose, je me suis dit, mais Mauril, mais ce n'est pas normal. Et je me suis dit, mais je comprends maintenant pourquoi c'est normal que l'Afrique soit aussi solidaire aux problèmes de la France. Et je m'explique. Aujourd'hui, je ne trouve aucun problème à cela. Parce que je trouve que cette solidarité dénote de la culture africaine. Ça dénote de la culture africaine. Et d'ailleurs, il y a dans l'un de mes posts sur Facebook, j'avais désapprouvé même le fait que le président Yayi Boni ait décrété une journée en Berne, au Bénin, que je trouvais anormal. Et aujourd'hui, je dis non, il a plein raison de le faire. Ce n'est pas parce que les pays européens font fi des problèmes de l'Afrique que nous, Africains, on va laisser notre culture et ne pas continuer à faire ce que nous trouvons être bon. Donc il faudrait, c'est pas parce que quelqu'un est en train de marcher avec la tête, lorsque tout le monde, la logique demande à ce qu'on marche avec nos pieds, qu'il faut marcher avec la tête. Donc, moi, je salue cette solidarité africaine. Je n'avais pas vite vu ça. Mais en fin de compte, je me suis dit, mais non, c'est normal. C'est notre culture. C'est comme ça. L'Africain, quand quelque chose arrive à son voisin, il se met à ses côtés. Il sympathise avec lui. Et c'est ce que tout le peuple africain a pu faire à cause de cet attentat en France. Et on espère que l'Europe en général, la France en particulier, pourra faire cela lorsque quelque chose d'autre se passera en Afrique. Parce que quand quelque chose se passe, on dit, c'est-à-dire que quoi? Quand chaque fois on vient avec cette solidarité africaine vers l'Europe, il faudrait qu'un jour, cette Europe-là vienne avec cette solidarité vers l'Afrique. Pour dire, ah, nous n'avons pas vu ça très tôt. Commençons à le faire. Ce serait une bonne chose à l'avenir. Merci, monsieur Mauril. Monsieur Mauril, ma dernière question. Ce serait sur l'actualité américaine. Parlez-nous de la politique américaine et des prochaines élections pour la succession du président Barack Obama. Oh, la succession en tant que démocrate américain, je ne peux qu'espérer que les démocrates gagnent et succèdent à tout ce que Barack Obama a pu faire aux États-Unis, aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine économique. Je ne pourrais plus trop dire parce que vous êtes ici aux États-Unis tout comme moi et vous savez combien le président Barack Obama a eu à impacter les États-Unis en ce qui concerne sa politique extérieure des États-Unis. C'est sous son règne que les États-Unis ont renoué encore avec le Cuba. C'est sous son règne que beaucoup de choses se sont passées aux États-Unis en ce qui concerne la diplomatie américaine, où les États-Unis ne sont plus vus comme les pays les plus arrogants du monde, un pays le plus arrogant du monde, mais plutôt qu'un pays où les gens puissent vous respecter comme vous êtes. Et Obama a pu relever ce niveau des États-Unis dans ce sens. Et cela dit, j'espère que les républicains
je crois et je souhaite que les républicains ne soient pas présidents. À voir les débats qui se passent, vous-même vous comprenez pourquoi je le dis, aussi bien dans le domaine économique, politique, et c'est tout un débat qu'on pourrait faire parce que je sais bien que beaucoup de gens pensent que les républicains sont mieux et moi je défie quiconque qui puisse me dire que les candidats républicains sont capables de faire quelque chose de concret ici aux États-Unis. Mais nous sommes toujours dans la politique et les États-Unis constituent un pays où la démocratie, en fait, je dis démocratie en griffe et je sais de quoi je parle. Parce que on dit que les États-Unis c'est un pays, l'un des pays les plus démocratiques du monde. Mais moi, je suis dans le sens de dire que c'est l'un des pays les moins démocratiques du monde. C'est ça que moi je dis. Et je sais, j'ai mes raisons. Pourquoi? Je dis que c'est l'un des pays les moins démocratiques du monde. Premièrement parce que je ne sais pas pourquoi. Ok, on dit que c'est le peuple. Ok, quand dans la démocratie, c'est le peuple qui décide, n'est-ce pas? Donc quand le peuple décide, le peuple va voter. Chaque individu vote. Normalement, quand chaque individu vote, c'est la voix de chacun qui compte. Ce qui veut dire que quand on va aux élections et que toi et moi, on est candidats, et que à la fin de l'élection, on compte les voix, et que j'ai une voix plus que toi, c'est moi qui est gagnant. Normalement. Mais aux États-Unis, c'est pas comme ça. Même si après le compte des voix et que moi, je suis gagnant en ce qui concerne les voix, il y a encore un autre paramètre à prendre en compte qui constitue les délégués. Et ces délégués, c'est eux qui décident. Même si nous, le peuple, nous disons que c'est moi qui gagne, les délégués vont dire « Ah non, nous, on choisit M. Razoumen ». Moi, je n'appelle pas ça démocratie. Monsieur Morel, c'est le système de la démocratie. Oui, mais c'est ça ce que je dis. Mais quand on dit c'est le peuple qui décide, et c'est pourquoi je dis c'est à débattre encore. Pour moi, je préfère ma démocratie béninoise que cette démocratie américaine. Merci, je peux vous dire maintenant, c'est à débattre. Donc, je peux dire, je souhaite qu'un président des démocrates soit président, l'un des démocrates soit président, que ça soit Mr. Bernie ou Hillary. Moi, ça ne me gêne pas, étant donné que c'est un démocrate, je suis d'accord. Monsieur Morel, votre mot de fin. Oh, d'abord, je vous remercie, Monsieur Razoumen de Bénin Info, pour le travail que vous faites pour la diaspora. Et j'espère que vous allez toujours continuer d'informer la diaspora, d'informer le peuple béninois pour ce que fait la diaspora interne, à l'interne et aussi à l'externe. Et nous allons vers la fin de l'année et je profite de l'occasion pour présenter mes vœux les meilleurs à la diaspora béninoise aux États-Unis et aussi à ceux qui regardent Bénin Info au Bénin. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs de prospérité, de santé et que vive le Bénin partout que vous êtes. Merci beaucoup. C'était Morel Béton en exclusivité sur bénininfo.com.